Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier, car c'est un sujet que j'ai découvert il y a très longtemps en regardant en fait une série. Une série que beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont connue et a sûrement bercé leur enfance, à savoir celle-ci. Et oui, Les Mystérieuses Cités d'Or. Et d'ailleurs, pour les nostalgiques, ce cadeau est pour vous. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Que de souvenirs qui remontent, hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, cette série parle d'un trio d'enfants qui parcourent l'Amérique du Sud, donc à travers les différentes civilisations qui la peuplent, au temps des conquistadors. En fait, ils sont à la recherche de mystérieuses cités d'or qui auraient disparu et, bien entendu, ils sont accompagnés par des conquistadors qui sont avides de richesse. Ce trio d'enfants se compose d'Esteban, de Zia et de Tao. Personnellement, Tao, c'est celui qui a toujours retenu mon attention parce qu'il se revendique comme étant issu d'un peuple qui a disparu. Plus précisément, il prétend être issu de Mu. Non, pas ça, non. Si tu veux, il se revendique comme étant le dernier fils de Mu. Non, non, rien à voir non plus. Si tu veux, il prétend que ses descendants habitaient la terre mythique de Mu. C'est ça. Et donc, voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a une certaine chronologie à respecter parce qu'il y a autant à dire sur la légende que sur l'origine en elle-même. Donc je vais d'abord m'attarder sur les origines. Et pour ça, on va prendre un point de repère bien précis, à savoir celui qu'on pourra appeler comme étant le papa de la légende, James Churchward, dont on parlera un peu plus tard. Mais d'abord, on va s'intéresser à ce qu'il y a eu avant lui. Allez hop, c'est parti. Il faut savoir que cette idée de terre inconnue engloutie sous les flots est très ancienne. Car déjà, bien avant la découverte de l'Amérique par Amerigo Vespucci, circulait déjà en Europe la légende bien connue de l'Atlantide. Dont on parlera très certainement dans un prochain épisode. Mais également à cause d'un extrait de l'Ancien Testament, et plus précisément du livre Esra, enfin bref, un extrait de l'Ancien Testament, disant en fait que la mer ne recouvrait qu'un septième des terres immergées. Vous mélangez ces deux faits, et vous rajoutez à ça également une autre croyance disant que le volume de terre entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud devait parfaitement s'équilibrer, et vous comprendrez pourquoi en 1570, lorsque Abraham Ortelius fit paraître la première carte du monde connu, et bien forcément, les nombreuses théories concernant l'existence de terres inconnues ou englouties par les flots virent le jour. Déjà, en 1778, le théologien Johann Reinhold Foster, pour ceux que ça intéresse, c'était un compagnon de voyage de James Cook, affirmait que les îles hautes de la Polynésie étaient en fait les restes d'un continent submergé qui se serait affaissé avec le temps. Toutefois, il va falloir attendre la découverte du codex Tro-Cortesianus en 1866 par le missionnaire français Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, qui fut traduit quelques années plus tard par le mayaniste Augustus Le Plongeon, avant d'entendre pour la première fois le nom de Mu. Par la suite, c'est l'historien, scientifique, politicien, on va faire court, hein, l'homme multitâche. Je disais donc le français multitâche Jules Hermann, qui tenta sans succès en 1900 de faire publier un livre nommé Les Révélations du Grand Océan, où il traite entre autres d'un ancien continent englouti sous les flots, qu'il baptisa la Lémurie. A noter, depuis, les noms de Mu et de Lémurie sont associés, mais à tort selon certains. Et c'est donc au milieu de toute cette pagaille que va émerger celui qui va faire exploser la légende de Mu à travers le monde, j'ai nommé James Churchward.
Bon alors, on va la faire courte. James Churchward, britannique, né en 1852, mort en 1936, c'est un ancien colonel des armées en fait, et également écrivain spécialisé dans l'occultisme. L'histoire raconte que c'est en 1874, lors d'une campagne dans l'Inde, qu'il fit la connaissance d'un prêtre Ritchie qui lui révéla l'existence de tablettes anciennes. Tablettes qui auraient été écrites par les Nahakal. Nahakal, peuple issu du continent originel, ou si vous préférez, le continent d'où seraient issus tous les hommes. Mais il faut savoir que ces tablettes étaient écrites dans une langue morte, que seuls les yogis étaient capables de traduire. Et bien entendu, ce savoir-faire se traduisait oralement entre Ritchie. Mais attention, selon les dires de Churchward, il s'intéressait beaucoup à l'archéologie et aux anciens écrits. Il était plus savant dans ce domaine qu'aucun autre homme vivant. Quand il vit que j'essayais de déchiffrer un curieux bas-relief, il s'intéressa à moi, et ce fut une des plus sincères amitiés que j'eus le bonheur de connaître. Il me montra comment résoudre le mystère de ce bas-relief et proposa de me donner des leçons qui me permettraient de m'attaquer au travail le plus ardu. Et ce ne fut qu'au bout de plusieurs années qu'il parvint à déchiffrer les tablettes et ainsi découvrit l'existence de Mu. Et donc, pour confirmer ces théories, notre ami James se mit à parcourir le monde en quête d'autres tablettes. Et ce serait apparemment au Tibet que des lamas lui auraient montré pour la première fois une carte de Mu. Non, rien à voir. Là, si tu veux, on parle de prêtres bouddhistes. Voilà, c'est juste une coïncidence. Est-ce vraiment une coïncidence ? Après, le problème, c'est que Churchward est toujours resté très évasif sur ses sources. Par exemple, il n'a jamais pu indiquer l'endroit où il avait découvert les tablettes de Nahakal. Il n'a jamais non plus réussi à citer le nom du temple tibétain où il aurait vu la carte de Mu. Donc vous rajoutez bout à bout ces 3 fails, vous comprenez pourquoi il a un peu été pris pour un con à l'époque. Ah oui, j'oubliais un dernier fail. Il faut savoir que pendant qu'il faisait ses recherches, des études un petit peu poussées ont été faites sur le fameux Codex Trocartesianus, et on a découvert que Augustus le Plongeon s'était gouré dans ses traductions. Pas de bol. Mais la légende de Mu allait reprendre un nouveau souffle quand en 1921, le minéralogiste William Niven fit la découverte au Mexique de plus d'une centaine de tablettes écrites dans le même langage que celles des Nahakal découvertes en Inde. Bien entendu, elles furent soumises à la controverse, mais attention, cette fois-ci, on pouvait citer avec précision le lieu où elles avaient été trouvées. Certaines d'entre elles furent présentées au public, et Churchward s'en servit également comme illustration pour ses 5 livres. Malheureusement, seulement 3 d'entre eux furent traduits en français. Par la suite, on les data, et on découvrit qu'elles dataient de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond approximativement à la période où Mu était encore au-dessus des flots. Il faut aussi souligner le fait que Niven mit à jour au nord de Mexico 3 villes. 3 villes qui culminaient à plus de 2000 mètres d'altitude et que le temps avait enfouies sous terre. Ces 3 villes, datant d'il y a environ 20 000 ans, étaient toutes constituées d'un port. L'étude des roches environnantes démontra qu'il y a fort longtemps, la mer arrivait jusqu'à ces villes, ce qui explique donc la présence des ports. Et donc, cela démontrait, selon certains, le fait qu'il y a fort longtemps, un cataclysme provoquait un changement de la topographie. Si vous préférez, la mer se serait affaissée, ou alors tout simplement, il y eut des séismes ou des mouvements de plaques qui ont fait que les villes se sont retrouvées éloignées de la mer et donc auraient remonté. Et donc, pour nos joyeux lurons, cela a été la preuve irréfutable que Mu avait bel et bien existé. Dis donc vous deux là-haut. Ouais, vous êtes gentils, vous vous calmez là. C'est quand même ma vidéo.
Merci. Oh, je vous jure les enfants. Allez, on enchaîne. Bien entendu, après la mort de George Ward, la légende perdura, et de nombreuses personnes tentèrent de trouver des preuves de l'existence de Mu. Mais il y a eu un homme qui s'est démarqué du lot, en la personne de l'ingénieur hydrologue français Louis-Claude Vincent. Ce dernier, lors d'un voyage au Moyen-Orient dans les années 50, survola des ruines antiques et acquit la certitude que l'ensemble des vestiges de l'humanité étaient issus d'un peuple venu du Pacifique qui avait répandu à travers le monde entier leur savoir-faire et leur culture. Sûr de ses convictions, il publia en 1969 un livre en 2 tomes appelé Le paradis perdu de Mu. Je tiens à préciser, ce livre n'a jamais été réédité depuis, donc il est très dur à trouver. Il faut savoir aussi qu'on fit la découverte en Égypte, en Inde, en Birmanie, en Chine, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et chez certaines tribus d'Amérique du Nord, des symboles qui étaient similaires à ceux des Nahakal. Également dans les îles des mers du Sud, notamment à Mangaya, Tongatabu, Panapé, les Mariannes et l'île de Pâques, on trouve aujourd'hui des vestiges d'anciens temples de pierre et d'autres restes monolithiques remontant à l'époque supposée de Mu. Il y a d'ailleurs de nombreuses légendes sur ces îles qui circulent, disant que tous les hommes seraient issus d'un seul et même continent situé dans le grand océan. Il faut savoir également qu'il y a une croyance populaire disant que la ceinture de feu qui entoure l'océan Pacifique serait en fait tout simplement les cicatrices laissées par l'effondrement de Mu. Mais ce qui a très certainement le plus alimenté les croyances en l'existence de Mu ces dernières années fut sans nul doute la découverte dans les fonds marins au large de Taïwan de la pyramide de Yonaguni en 1985. Cette pyramide, dont la structure principale mesure environ 50 mètres de large pour 20 mètres de long et 25 mètres de haut, repose à quelques 30 mètres de profondeur. Composée de blocs de pierre aux angles parfaitement droits et aux surfaces lisses, on y a découvert des restes de ce qui semble être une route entourant les bâtiments, des escaliers, des restes de portes, et ce qui ressemble à des trous cylindriques qui auraient pu servir à poser des piliers. Mais attention, car ce qui a le plus bluffé les archéologues, ce fut la découverte à proximité d'une statue à tête humaine ressemblant étrangement à celle laissée par les Nahakal ou aux fameux Moai de l'île de Pâques, et auprès de laquelle on trouva des traces de hiéroglyphes, eux aussi semblables à ceux des fameuses tablettes Nahakal et de Niven. La datation de cette pyramide est estimée à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et bien sûr, comme à chaque fois, une bataille fait rage entre d'un côté ceux qui vont dire que cette pyramide est une authentique construction humaine, et ceux qui disent que non, en fait, c'est juste une simple construction de la nature. En un mot, personne n'est d'accord et fait chier. Bien entendu, les recherches continuent sur le site de Yonaguni. Des chercheurs sont toujours en quête de preuves concernant l'existence de Mu, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu de réelles avancées ces dernières années. Du moins, pas autant qu'à l'époque de George Ward. Mais bien que la bataille continue de faire rage entre, d'un côté, les sceptiques et de l'autre, les convertis, il faut savoir que la légende de Mu continue d'alimenter l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde. Et c'est pourquoi nous allons maintenant nous intéresser davantage à ce qu'était Mu, selon la légende bien entendu. Bah ouais, parce que sinon on va encore m'engueuler parce que l'épisode est trop long. Alors du coup, à la prochaine!